Maître Marianne Plamondon est avec nous pour répondre à nos questions sur le monde du travail, particulièrement sur la fameuse prestation canadienne d'urgence après laquelle tant de gens attendent. Maître Plamondon, rebonjour. Bonjour. Il semble y avoir une incompréhension concernant la date du 15 mars. Là. Je vous lis deux questions que j'ai reçues là, de deux personnes différentes. Il y a Jacinthe qui nous dit qu'elle travaillait comme coiffeuse. Ça a fermé le 14 mars. Elle a fait une demande de chômage le 20 mars. Là, elle reçoit 228 par semaine. Elle dit que c'est pas assez. Pourquoi elle n'a pas le droit au PCU? Et parallèlement, j'ai également ici Sylvie dont le resto a fermé le 13 mars. Là, elle dit c'était effectif à partir du 15, la prestation universelle. Est-ce que j'aurais pas droit à cette prestation-là? C'est quoi la date du 15 mars? Là? La date du 15 mars jusqu'à la date du 3 octobre, c'est la période admissible où on va pouvoir toucher la prestation canadienne d'urgence. Mais alors, c'est durant cette période-là que la personne doit ne pas travailler, ne pas toucher un revenu à cause de la COVID-19. Mais c'est pas parce qu'on a été mis à pied ou licencié le 13 ou le 14 à cause de la COVID-19 qu'on n'est pas admissible si on ne travaille pas à partir du 15 mars. C'est juste que ça s'applique à partir du 15 mars. Exactement. Donc, on est tout de même admissible si on a été mis à pied la semaine précédente parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'employeurs qui ont vu venir l'affaire dès le 11-12 mars. On voyait que le ralentissement s'en venait et il y en a qui ont été licenciés plus tôt. Là, mais ça ne change rien sur l'admissibilité. Maintenant, pour la dame que vous dites qu'elle a déjà de l'assurance emploi, elle va devoir attendre que son dossier soit envoyé à la prestation canadienne d'urgence. Et compte tenu qu'elle a déjà un revenu, j'imagine qu'elle ne sera pas dans les priorités la semaine prochaine, comme tout le monde va tenter d'obtenir le plus rapidement possible la prestation canadienne d'urgence qui va commencer lundi là, par ordre alphabétique. Allez voir le site du gouvernement fédéral. C'est bien expliqué là, selon notre date de naissance. On applique une journée différente là, jusqu'à vendredi, de lundi à vendredi. Donc, autant que Sylvie que Jacinthe, dont on vient de parler des cas, elles sont admissibles, même si elles ont perdu leur travail juste avant le 15, c'est que la période commence à couvrir à partir du 15. Mais puisque vous m'amenez là, Maître Plamondon, la fameuse ligne, je ne compte plus le nombre de personnes qui m'écrivent sur nos pages Facebook pour dire « J'essaie, ça ne fonctionne pas ». Il y a Gaëtane qui dit 5 essais. Hier, elle a essayé de faire réactiver son compte. Il y a eu un problème parce que son compte a été bloqué. Elle est passée de 10h à 14h15 au téléphone pour se faire dire par la suite qu'il y avait un problème technique. On ne pourrait pas traiter son appel. Les gens ne savent plus vers qui se retourner. Il n'y a aucune autre façon, à part. Et le site, on le sait, ça donne ce que ça donne. Souvent, c'est pas accessible. Pour l'instant, il faut juste réessayer et réessayer. Bien, en fait, là, c'est vraiment. Là, on pouvait s'enregistrer sur le site là, de l'ARC. Certains ont tenté de le faire, mais là, ils ont fait exprès pour diminuer l'achalandage du site pour que ça fonctionne. Et comme je vous dis, c'est selon notre date de naissance, selon le mois de naissance. Regardez quel jour vous êtes censé vous inscrire et c'est ça l'objectif. Mais il faut comprendre que ces sites-là et tout ce mécanisme-là administratif n'a pas été fait pour le nombre de demandes actuelles qui sont reçues, que ce soit par l'assurance emploi ou la prestation canadienne d'urgence. C'est vraiment un nombre faramineux que personne ne pouvait prévoir. Et donc, dans ces circonstances-là, il faut faire preuve de patience. Mais suivez comme il faut la semaine prochaine, à partir de lundi, pour ceux qui sont nés en janvier, février, mars, mardi, avril, mai, juin, etc., jusqu'à vendredi. Suivez votre journée et normalement, ça a pour objectif d'étaler de façon à ce que les gens puissent justement rejoindre par téléphone et rejoindre en ligne et faire leurs demandes correctement et que ça fonctionne. Attendons de voir si ça va fonctionner. Il faut se croiser les doigts et être patient, même si, j'en conviens, c'est vraiment pas évident dans les circonstances. Il y a Denise qui nous dit qu'elle est, si elle est contaminée dans le cadre de son travail, est-ce qu'elle serait indemnisée par la CSST? Ça, c'est une excellente question parce qu'on s'entend qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de décision de la part des tribunaux là-dessus. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en vertu de la LATMT, la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles, il y a possibilité d'être indemnisé suite à un événement imprévu et soudain. Il y a des décisions qui reconnaissent des virus comme la grippe, le H1N1, comme étant un événement imprévu et soudain en milieu de travail qui donne droit à l'indemnisation de la CSST. Même chose aussi, si jamais ça devenait être généralisé, donc il y aurait un foyer d'éclosion de la COVID-19,
c'est à voir si ça pourrait se qualifier en vertu de l'article 30 de la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles comme étant une maladie caractéristique du travail. Donc, pensons par exemple à un foyer pour personnes âgées où tout le monde serait infecté. Ben là, à ce moment-là, ça devient presque une maladie caractéristique du travail. Donc, il va falloir garder les yeux ouverts, mais il se peut effectivement que ça se qualifie soit en vertu de l'article 2 comme événement imprévu soudain, soit sous l'article 30 comme étant une maladie caractéristique du travail. Et donc, c'est pour ça que les employeurs doivent faire les mesures de prévention et être très, très vigilants à s'assurer que les employés se protègent. Parce qu'évidemment, un employeur qui subirait là, un foyer d'éclosion aurait des enjeux là, par la suite au niveau de l'indemnisation. Puis ça va évidemment affecter de façon phénoménale ses coûts en matière de CSST. Alors, donc, en matière de CSST comme ailleurs, on apprend au jour le jour, on est en train de s'adapter à cette nouvelle situation-là. Un peu dans le même ordre d'idée, santé en milieu de travail. Je n'ai pas le nom de la personne, mais il va se reconnaître. Il nous a écrit, je pense, ce matin. Il a 63 ans, livreur de pizza, il fait de l'emphysème. Il craint pour sa santé. Il demande, est-ce qu'il faut que mon médecin me retire du travail pour être indemnisé ou, d'après ce que je comprends, s'il peut lui-même se retirer et demander le 2 000 $ par mois? Bien, s'il se retire lui-même et qu'il se fait comme un peu justice à lui-même, à ce moment-là, il quitte volontairement son emploi et donc, il ne peut pas être admissible à la prestation. Maintenant, s'il a de la preuve de la part de son médecin, mais le premier ministre a été très clair, il ne veut pas que les employés se lancent dans les cliniques médicales, dans les hôpitaux pour aller chercher des billets médicaux pour des raisons de santé. Donc, s'il a la preuve, peut-être parler avec son employeur pour lui faire valoir cette peur-là qu'il a compte tenu de sa condition médicale. Mais chose certaine, s'il doit se présenter au travail et qu'il n'y a pas la documentation médicale et que l'employeur continue de lui demander de se présenter, il va devoir continuer de se présenter. Donc, ça les place dans une situation délicate. Maintenant, si on regarde les cas vraiment à risque, on a parlé de gens qui ont des maladies cardiaques, des maladies chroniques, ceux qui ont des troubles respiratoires et tout ça. Habituellement, les employeurs devraient faire preuve de raisonnabilité et accepter que ces gens-là tombent dans les prestations de maladie là, de l'assurance-emploi compte tenu que pour eux, c'est dangereux de venir travailler. Et en terminant, là non plus, je n'ai pas le nom de la personne. La personne nous demande si je veux prendre ma retraite au cours des prochains 3 à 6 mois, est-ce que mon patron peut la refuser et la personne spécifie mon poste n'en est pas un essentiel? Un employé a toujours le droit de prendre sa retraite. Ça fait partie, c'est comme quitter son emploi. La personne a toujours le droit de décider qu'elle quitte son emploi ou qu'elle prend sa retraite. C'est vraiment une décision qui revient à l'employé. La seule chose, c'est que parfois, les régimes de retraite font en sorte que c'est plus ou moins avantageux de la prendre à un certain moment, sa retraite, versus à un autre moment. Donc, il faut être vigilant puis regarder comme il faut, c'est quoi le régime de retraite auquel il a souscrit, à savoir, est-ce qu'il y a un moment qui est plus opportun que l'autre pour le prendre? Mais ça revient, c'est une décision qui revient entièrement à l'employé et l'employeur n'a rien à dire sur la date de la retraite. Rappelons aussi qu'un employeur ne peut pas tenter de mettre à la retraite quelqu'un parce qu'on pourrait tomber dans les dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne comme étant de la discrimination. Donc, c'est vraiment sa décision à l'employé, à moins que pour lui, ça fasse en sorte qu'il va toucher moins de prestations de retraite s'il la prend plus tôt. Et ça, c'est une décision que lui doit faire avec l'analyse des programmes auxquels il a souscrit durant sa carrière. Maître Plamondon, encore une fois, très instructif. Comme je vous le disais, à force de vous entendre, je suis presque rendu un expert en prestations canadiennes d'urgence. Je réponds moi-même à certaines personnes parce que avec les lignes que vous nous avez données, je commence à mieux m'y reconnaître. À les connaître par cœur. Oui, c'est ça. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là ce matin.